Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information hebdomadaire de Star Vention TV, la télé du 21e siècle, accusée d'avoir détourné un montant de 1,5 milliard de francs guinéens. Le secrétaire général de la commune de Matam, Mamadi Nabé, est dans un entretien accordé à notre rédaction revenu dans cette affaire de détournement où il a donné beaucoup plus de précision parce que tout simplement, Seydou Bassako, le maire, est sommé de rembourser cette somme. Alpha Omar Diallo, reportage. Selon le secrétaire général de la commune de Matam, c'est une affaire qui date depuis juillet 2020 lorsque la commune de Matam a reçu l'inspection générale du travail dans le cadre d'une évaluation de performance d'activité de la commune. Dans le rapport présenté, une somme d'1,5 milliard de francs guinéens destinée à la commune serait volatilisée dans la nature. Selon des sources d'information, c'est le maire Seydou Bassako qui est sommé de rembourser cet argent. Le secrétaire général de la commune dément cette accusation. Une mission d'inspection est tout à fait différente d'une mission d'audit. La mission d'inspection, c'est venir diagnostiquer, investiguer, évaluer ce qui devait être fait et ce qui n'a pas été fait pour apporter toutes les solutions et voir ceux qui devaient le faire, ce qu'ils ne l'ont pas fait, les sanctions qui doivent être prises. Ces sanctions peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Aujourd'hui, on est en train de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'il y a eu détournement dans la commune de Matam. Il n'y a pas eu détournement. On détourne quelque chose que tu as perçu. Mais ce que tu n'as pas perçu, tu ne l'as pas détourné. Les 1,5 milliard dont on fait cas, si vous voyez que la correspondance a été adressée à la première autorité exécutive communale, parce que dans la commune, le maire représente l'État et il est chargé aussi de la mise en œuvre de la politique au niveau local. Soupçonné d'être derrière ces détournements, Mamadi Nabé, secrétaire général de la commune, précise. La commune de Matam cohabite avec les services techniques de l'État. Ces services techniques de l'État, ce sont les démembrements des sectoriels qui se trouvent au niveau central et chacun est dans sa compétence donnée. Entre le maire en tant qu'autorité exécutive locale et ses services, les services-là sont placés sous la hiérarchie du maire, mais techniquement, ils jouissent de leurs attributions. C'est important que les gens saisissent cette partie. Et un cadre technique de l'État placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, quand tu fais des actes contraires aux principes administratifs, c'est toi qui es passible à une sanction disciplinaire. Ce n'est pas le chef qui est là, qui est responsable de cet état de fait. On attire l'attention de M. le maire parce que c'est lui qui est l'autorité, c'est lui que ses services sont placés sous sa hiérarchie. Alors que l'affaire a pris une autre tournure depuis quelques mois, notre interlocuteur invite les uns et les autres à tenter de savoir si les 1,5 milliard de francs guinéens sont arrivés dans la caisse de la commune d'abord, avant toute accusation. Je voudrais que toute la presse fasse comme vous. C'est extrêmement important. Parce que l'administration aussi est régie par l'obligation de réserve et le secret professionnel dans tout ce que nous faisons. Ne donne pas des informations si tu ne viens pas à la source pour vérifier ces informations. Vous êtes venu, vous avez été beaucoup plus élucidé. Vous avez compris les 1,5 milliard qu'on fait allusion. Est-ce que réellement le montant était effectivement rentré dans la caisse de la commune? Ce n'était pas rentré. Le montant là dont on fait allusion de détournement ne sont nullement rentrés dans la caisse de la commune. Alors que plusieurs communes de la capitale traversent les mêmes situations, notre interlocuteur invite les autorités à mettre des stratégies en place pour une meilleure refondation des communes, surtout dans la gestion, afin de rendre un meilleur service à sa population. Le coup de balai des fonctionnaires se poursuit en Guinée depuis la prise du pouvoir par des militaires le 5 septembre dernier. Après des cadres de l'armée, c'est au tour de la fonction publique où 6300 fonctionnaires sont prévus d'être renvoyés à la retraite dès janvier 2022. L'annonce a été faite par le ministre du département, Julien Youmouno, Mariama Kindeberi et Ibrahim Kalisila pour plus de précisions. Dans le cadre de l'aménagement de la fonction publique, la mise à la retraite des fonctionnaires se poursuit depuis la prise du pouvoir par les forces spéciales en Guinée. Les nouvelles autorités prévoient d'envoyer plus de 600 cadres du département de la fonction publique à la retraite à partir du mois de janvier prochain. Une décision qui réjouit ces jeunes. C'est une bonne initiative. Il y a beaucoup de jeunes diplômés à l'air là qui font des lavages, d'autres font des
Orange Money comme moi ici, qui est devant vous. Il y a d'autres qui ont des taxis moto, beaucoup ont des diplômes poussés à la maison. Ils devraient continuer sur tous les secteurs à s'unir, voir au moins s'ils veulent faire recrutement au moins 1000 personnes ou bien 2000. Si ce gouvernement est venu pour recruter ces jeunes, vraiment, ça me convient. Ça serait une bonne chose pour moi. C'est une bonne chose, car on attendait ça depuis longtemps. Les jeunes sont vraiment contents de cela. Il y a des jeunes qui ont fini leurs études il y a 10 ans, jusqu'à présent, qui n'ont pas d'emploi. Le gouvernement de la transition compte recruter de nombreux fonctionnaires après cette mise à la retraite de certains fonctionnaires. Un acte salutaire pour ces jeunes. Moi, je vais dire au ministre de continuer sur ça, surtout de prendre des jeunes qualifiés, de laisser les affairistes faire des concours chaque au moins 2 ans. La plupart des jeunes qui se lancent dans l'aventure sont des Guinéens par manque de travail. Il y a des jeunes qui sont vraiment intelligents et qui n'ont pas d'emploi. Donc, le gouvernement doit penser à ces jeunes. Ce recrutement annoncé par les autorités concerne les Guinéens dont l'âge varie entre 18 à 35 ans. Éducation à présent, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation interdit l'usage du téléphone dans les établissements scolaires publics et privés. Le ministre Guillaume Hawin invite les inspecteurs régionaux ainsi que les directeurs préfectoraux et communaux de l'éducation à veiller sur l'application stricte de cette décision. Les responsables d'école se sont exprimés suite à cette décision. Bintou Souma et Abdurrahman Bari, reportage. Les téléphones et d'autres objets connectés tels que des tablettes, des montres, des écouteurs Bluetooth sont désormais interdits dans les établissements scolaires, publics et privés du pays pendant des heures de cours et d'évaluation. Cette décision du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation est bien perçue par ce responsable d'école. Je salue cette décision parce que la nouvelle technologie, c'est une très bonne chose. Ça avance les élèves à beaucoup de choses, élèves, chercheurs, enseignants et tout le monde. Cependant, quand on est en situation d'apprentissage, surtout à l'école, il y a lieu de se concentrer sur une seule chose, le message qui vient du professeur. Souvent, c'est en classe que les élèves se connectent aux réseaux sociaux, ils font des captures d'écran des leçons, répondent aux appels en plein cours et d'autres photographient les enseignants afin de les ridiculiser sont des comportements que déplore cet enseignant. Malgré qu'il apprécie la décision, mais la qualifie d'hâtive. Je pense que le ministre doit savoir préciser les choses, réglementer, parce qu'aujourd'hui, ce que nous voudrons, c'est faciliter la tâche aux enseignants. Et faciliter la tâche aux enseignants, c'est préparer des fiches pédagogiques de cours, les mettre dans les téléphones que les enseignants peuvent détenir et que les élèves, les apprenants aussi peuvent détenir et qu'à partir de là, chacun peut en quelque sorte utiliser, mais dans le sens de l'enseignement-apprentissage. Mais vouloir dire que c'est totalement interdit sans pour autant réglementer, relève, ma foi, d'une décision un peu hâtive. Michel Pépé Balamou lance un appel aux enseignants d'appliquer la rigueur. Il revient aux enseignants de se faire respecter et de faire en sorte que l'élève qui se trouve en classe ferme son téléphone et le met dans son sac, parce qu'il peut y avoir des cas d'urgence aujourd'hui avec l'insécurité. Les parents ont besoin des renseignements de leurs enfants. Dans le même courrier, les autorités éducatives sont ordonnées de faire des visites inopinées dans les établissements scolaires afin de constater l'application stricte de cette décision. Restons toujours dans le même sillage de cette décision du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation qui a été hautement saluée par plusieurs citoyens des Conakry. On les écoute au micro de Ibrahim Diallo. Je trouve que c'est une très bonne décision parce que ça va permettre à ces élèves de prendre courage, de réviser à la maison
et de ne pas compter sur le téléphone pour aller à l'école. Ensuite, écrire les exercices traités types dans les téléphones et puis venir recopier ça en classe. On a constaté que ça nuit à l'éducation. C'est l'une des bases dont les élèves profitent pour copier ou bien pour tricher en un mot, quoi. Donc je pense pas que c'est une mauvaise idée. Selon moi, je pense que c'est normal. Ça permettra aussi les élèves de se concentrer sur le sujet, sur les explications, quoi. Parfois, quand nous sommes en classe, le prof est là à expliquer et les élèves aussi sont là à vérifier, à regarder leur téléphone. Je pense que cela n'est pas normal. L'utilisation des téléphones au niveau des enseignements secondaires ou primaires, c'est une décision salutaire. Dans la mesure où le téléphone, vous n'êtes pas sans savoir que les élèves sont trop concentrés sur le téléphone pendant les cours. Et ce qui n'est pas bon pour leur niveau d'études. Justice à présent dans cette édition d'information, la Cour pénale internationale exige à la Guinée la tenue rapide du procès du massacre du 28 septembre 2009 dans un délai de 3 mois. Cette mission de la CPI qui séjourne à Conakry a haussé le ton pour dire que si ce délai n'est pas respecté, elle reprendra le dossier en main. Rencontré ce vendredi, l'avocat des victimes du 28 septembre se réjouit de cette exigence de la CPI. Ibrahim Diallo et Abdraman Bari. Reportage. Après 12 ans sans procès dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009, la Cour pénale internationale hausse le ton pour demander à la Guinée la tenue du procès dans un délai de 3 mois. L'arrivée de la CPI en Guinée est un grand soulagement et un espoir, puisque la donne a changé en Guinée. Le régime de M. Alpha Condé s'est illustré dans le dilatoire. Il a passé 10 ans, 11 ans au pouvoir et a tout mis en œuvre pour empêcher que ce dossier-là ne soit jugé. Même son de cloche, c'est ce défenseur des droits de l'homme. Pour lui, la tenue de ce procès servira une leçon pour la Guinée dans le futur. Ça va être une bonne leçon pour le futur. Ça va dissuader ceux qui voudront régner par la répression et la violence. Et alors, c'est une bonne opportunité d'aller de l'avant, de faire un bond en avant pour que le dossier puisse connaître un dénouement heureux. Toutes les conditions sont mises en place pour rendre justice dans ce dossier, selon cet avocat. Sur le plan juridique, le dossier est clôturé. Sur le plan infrastructurel, la Cour d'appel a été choisie et acceptée par tous les intervenants. Donc aujourd'hui, il suffit juste de remettre un peu en état cette Cour d'appel pour que le procès soit organisé. Tous les autres aspects ont déjà été réglés. La CPI promet de reprendre ce dossier si ce délai de 3 mois n'est pas respecté par la Guinée. Une situation qui pourrait avoir des conséquences, souligne-t-il. Écoutez, c'est-à-dire que ce serait une catastrophe nationale si la CPI reprenait ce dossier. Parce que vous savez, juger, la justice, c'est un pouvoir régalien de l'État. C'est une question de souveraineté nationale. La Guinée doit démontrer à la face du monde qu'elle a la capacité de juger cette affaire. Et je crois que les nouvelles autorités mesurent l'intérêt qu'elles ont à favoriser l'organisation de ce procès. Bon, après avoir dit à la face du monde que nous sommes capables d'organiser un procès digne du nom, ce serait 2 fois négatif pour la Guinée de se voir dessaisie de ce dossier. Parce que la première raison, c'est que nous aurions fait perdre inutilement du temps à la communauté nationale et internationale et aux victimes. Et nous aurions aussi discrédité la parole publique guinéenne. À rappeler que ce massacre a eu lieu le 28 septembre 2009 dans le stade du même nom, lors d'un meeting organisé par les opposants. Plus de 150 personnes tuées et une centaine de femmes violées. Restons toujours dans le même cadre pour dire qu'un citoyen remonté qui a perdu des proches pendant cet événement tragique s'est aussi prononcé sur ce sujet. On l'écoute au micro de Mariama Kindibari.
Selon moi, ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 est très grave. Les personnes qui ont fait cela doivent être jugées et condamnées. Ils ont tué des pauvres citoyens. Maintenant qu'on a un nouveau président, il faut qu'ils soient jugés et condamner les coupables. Ce qu'ils ont fait n'est pas normal. J'ai même des frères qui ont été tués là-bas. Cas de viol, on en parle dans cette édition d'information. Ces derniers temps, la Guinée est confrontée à des violences sexuelles de façon récurrente. Face à ce phénomène, un médecin légiste s'est prononcé sur ce sujet. Professeur Hassan Ba a fait savoir que plus de 70% des victimes d'agressions sexuelles sont perturbées. Yaya Oumoubari pour plus de précisions. Les violences sexuelles sont devenues monnaie courante ces derniers temps en Guinée. De Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, des filles et femmes sont souvent victimes de viols. Un phénomène qui gangrène la société et met la vie de la couche féminine en danger. Ce médecin légiste en parle. J'ai une moyenne de consultation de 30 malades par jour. Je dis bien 30 malades en victimologie. Et parmi ces femmes victimes qui viennent en consultation médico-légale, près de 12 filles sont victimes de violences sexuelles. Et ça, c'est tous les jours. Ces filles prépubères, donc qui sont immatures, qui n'ont pas un développement sexuel complet, vous comprendrez aisément qu'il y a des lésions importantes qu'on peut observer chez ces filles-là. Des lésions qui peuvent aller à la déchirure simple jusqu'à quelquefois la perforation. On a des filles aujourd'hui qui sont violées, où il y a des perforations recto-vaginales, où on récupère les selles dans le vagin. Des enfants de 6 mois, de 3 ans, de 4 ans sont victimes de viols. Pourtant, ces enfants ne disposent pas de caractère secondaire pour attirer un homme. À la question de savoir si ces violeurs sont dotés de toutes leurs facultés mentales, professeur Hassan répond. On est allé à la maison centrale, nous sommes allés chez Mme Marie Gomez, nous sommes allés dans les commissariats pour examiner ces auteurs de victimes avec un protocole de psychiatrie pour vérifier également est-ce que c'est des personnes normales. Parce que sur le plan pénal, on ne peut être tenu responsable que lorsqu'on dispose de toutes ses capacités mentales. S'il est avéré que c'est des personnes malades, alors il va falloir soigner notre société. Et je vais vous dire le résultat de cette étude. 60% de ces auteurs disposaient de toutes leurs capacités mentales. Elles étaient normales. On avait 15% qui étaient des personnes qui avaient une addiction à l'alcool et à la drogue, et 15% qui avaient des maladies mentales. Donc ça, c'est une réalité. Pour mettre fin à cette recrudescence de viol dans la société, professeur Hassan Ba interpelle la justice face à ses responsabilités, celle de jouer pleinement son rôle. Aux victimes de violences sexuelles de disposer des éléments de preuve pour prouver le viol et à la médecine de prendre l'exemple sur le Sénégal. En Guinée, les commerçants sont souvent confrontés à d'énormes difficultés, dont la hausse des prix de taxes à la douane qu'ils estiment énormes. Face à cette réalité, nos reporters Kadiatou Bari et Abdurrahman Bari ont rencontré des vendeurs au marché de Madina qui ont lancé un cri de cœur aux autorités. Suivez. Dans beaucoup de marchés guinéens, des commerçants se plaignent des taxes fixées par la douane. Selon eux, c'est l'une des causes de la cherté des denrées alimentaires. Le temps d'Alpha Condé, chaque fois il y a des manifestations, chaque fois il y a des problèmes, tu ne peux pas travailler chaque jour. Bon, quand tu viens, de temps en temps, tu ne gagnes même pas à manger. Ce n'est pas le commerce qui fait la sécurité des prix, c'est les douanes qui fait le prix. Quand on diminue à la douane, nous aussi, tout va diminuer ici. À partir de là-bas, s'ils ont diminué à la douane là-bas, les taxes qui sont là-bas, les commerces vont baisser. Boubacar Sidi Diallo, vendeur, invite l'ensemble des commerçants à diminuer les prix des denrées alimentaires en cas de baisse des taxes du côté de la douane. Les autres commerçants, s'ils ont trouvé que la douane a diminué vraiment le dédouanement, ils n'ont qu'à aider pour que le marchandise, le prix ça descend pour que nous aussi on puisse vendre, pour que vraiment tout le monde gagne, nous aussi on gagne un peu. Ces acteurs du commerce guinéen demandent aux autorités de veiller au bon fonctionnement du secteur commercial afin d'améliorer les conditions de vie de la population.
On me le disait tout à l'heure dans un de nos éléments que le cas de viol devient très persistant en Guinée. Le viol sur mineur aussi prend une proportion très inquiétante dans la commune urbaine de Kankan. Dans la soirée du jeudi 26 novembre 2021, aux environs de 20 h, une fille âgée de 16 ans a été victime de viol collectif par 3 jeunes. Les faits se sont produits au quartier Salamanida, commune urbaine de Kankan, lorsqu'elle était partie chercher de l'eau potable pour sa mère. C'est là que ses bourreaux l'ont étranglée avant de la violer dans un caniveau et de disparaître dans la nature. Abdoulaye Koyassila depuis la Haute-Guinée. DC est âgée de 16 ans. Sa vie vient de basculer alors qu'elle était partie puiser de l'eau. Pendant que le bidon d'eau se remplissait petit à petit, soudain surgissent derrière elle 3 jeunes dont elle ne connaît pas l'identité. Ils la violent et disparaissent dans la nature. C'est mon petit frère qui a remarqué que nous n'avions pas d'eau. Donc j'ai décidé d'aller puiser de l'eau. Pendant que je remplissais le bidon, ils sont sortis derrière moi et ils m'ont étranglé. Je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne pouvais pas crier. Et l'endroit aussi est sombre. Donc ils m'ont jeté dans un caniveau puis ils m'ont violé. Dans sa famille, Odia Kanté, sa mère est inconsolable. Elle explique comment elle a appris la nouvelle et demande que justice soit rendue. Je sortais dehors pour vendre le haricot à mes clients qui m'attendaient. Et c'est là que j'ai vu ma fille avec 4 autres filles qui m'ont demandé si c'est mon enfant. J'ai dit oui. Elles m'ont dit qu'elles ont vu ma fille dans le caniveau en train de pleurer, qu'elle a été violée. C'est là que je me suis mise à crier. Je demande aux autorités de faire la lumière sur cette affaire et de nous aider pour que justice soit rendue. La vie de ma fille est gâtée. Elle ne sait rien. Elle est trop petite. Ce n'est pas la première fois qu'un viol soit enregistré dans ce quartier. D'ailleurs, à en croire Sori Chérif, jeune de Salamani, l'endroit où le viol a été commis est très dangereux la nuit. Ici, c'est l'endroit le plus dangereux de notre quartier. Souvent, je chasse les jeunes qui viennent se regrouper ici. Un jour, ils ont fait descendre un monsieur sur sa moto et l'ont dépouillé de son téléphone. C'est grâce à mon intervention qu'ils n'ont pas emporté sa moto. Les jeunes d'ici ne sont que dans ça, vol et viol. Les nouvelles autorités de Kankan doivent prendre leurs responsabilités. L'antenne régionale de l'Office de protection des genres et mœurs est déjà saisie du dossier. Le commandant annonce l'ouverture d'une enquête. La victime, quant à elle, continue de recevoir les soins à l'hôpital de Kankan. Voilà, avec cet élément qu'on va se quitter, chers téléspectateurs de Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Merci à tous de votre aimable attention. Portez-vous bien où que vous soyez à travers le monde.